Imaginez que vous vivez il y a des milliers d'années, quand un bruit étrange dans la forêt pouvait signifier une mort soudaine. Ce même signal d'alarme ancestrale se déclenche encore dans ton corps à chaque fois qu'un refrain explose enfin. Voilà ce qu'est réellement la chair de poule. Et ta peau, d'une certaine manière, le sait avant même que ton esprit conscient ne s'en aperçoive. Une seule note résonne, une vague remonte le long de vos bras, les petits poils se hérissent et quelque chose d'ancien s'éveille. Pendant longtemps, la science n'a pas eu de réponse claire, mais ce réflexe n'a jamais été conçu pour la musique. Il s'avère qu'environ 2 tiers des auditeurs le ressentent. Dans les laboratoires, on appelle ça le frisson, ou frissons esthétiques. Cela paraît clinique, mais l'instant lui-même n'a rien de clinique. Vos pupilles se dilatent, votre cœur s'emballe. Un léger frisson se répand le long de votre nuque, et parfois de douces larmes surgissent sans le moindre avertissement. Parfois, tu ris de toi-même en réagissant à une chanson que tu adores et que tu as déjà écoutée 100 fois. Voici l'étrange. Il n'existe aucune raison évolutive évidente de frissonner face à de simples ondes sonores. Les prédateurs ne chantent pas, les tempêtes ne se résolvent pas sur une cadence parfaite, et pourtant, Bach peut vous bouleverser. Une note tenue d'Adèle peut vous bouleverser. Une nappe de synthé peut hérisser chaque poil de vos bras. Quelque chose dans votre corps réagit au bruit organisé, comme il réagissait autrefois à un bruissement soudain dans l'obscurité. Alors pourquoi diable votre corps ancestral traite-t-il encore une belle chanson comme un véritable danger ? Pour y répondre, il faut remonter le temps avec soin. La chair de poule est ancienne, plus ancienne que le langage, plus ancienne que le feu lui-même, plus ancien encore que l'idée. Même de musique, les scientifiques pensent que ce réflexe, la pilorérection, a évolué pour 2 fonctions toutes simples. Le premier, c'était la chaleur. Quand les mammifères ont froid, de minuscules muscles à la base de chaque poil se contractent. La fourrure se dresse, l'air chaud se retrouve piégé contre la peau et forme une couverture vivante qui respire. La deuxième fonction était la menace. Un chat effrayé se hérisse, le dos d'un loup se dresse, les épaules d'un gorille se gonflent, l'animal paraît plus grand, plus vif, plus difficile à abattre. C'est un antique bluff inscrit dans la peau. Les humains ont perdu presque toute leur fourrure. Mais le câblage est resté. Les muscles sont toujours là, les nerfs aussi. Ce circuit cérébral qui appuie sur la gâchette est toujours là. Il n'a presque plus rien à faire, alors il attend. Et elle se déclenche dès que quelque chose paraît suffisamment intense. L'eau froide la déclenche, une peur soudaine la déclenche aussi. Le souvenir d'un être disparu le déclenche. Et, étrangement, un changement d'accord dans une chanson pop aussi. Mais voilà le problème. Le réflexe a été détourné. L'émotion a appris à appuyer sur le bouton que la fourrure activait autrefois. Et voici la première étrange anomalie. La musique est abstraite. Pas de calories, pas de prédateurs, pas de partenaire à craindre. Ce n'est que de l'air modulé. Pourtant, votre corps réagit comme si quelque chose de réel venait d'entrer dans la pièce. Puis, en 2011, un scanner cérébral a révélé quelque chose de plus étrange encore. Quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. À l'université McGill, la chercheuse Valorie Salimpour a installé des participants dans une machine d'IRM fonctionnelle et leur a demandé d'apporter une chanson. Pas n'importe quelle chanson. La chanson. Celle qui leur donnait toujours des frissons. Elle voulait voir ce qui allait se passer. Ce qu'elle a découvert a bouleversé le domaine. Quand les frissons sont apparus, une région appelée le noyau accumbens s'est inondée de dopamine. C'est la molécule de la récompense, la même que ton cerveau libère pour la nourriture, pour le sexe, pour les gains au jeu. La musique allumait précisément le circuit conçu pour les récompenses de survie. Un violoncelle activait le même interrupteur qu'un repas chaud. Mais ce n'était pas là le rebondissement. Le rebondissement, c'était le moment lui-même. La dopamine n'atteignait pas son pic à la note, elle a culminé avant lui, dans ces secondes de tension qui précédaient l'apogée musicale que vous attendiez.
Votre cerveau libérait du plaisir à l'état pur en anticipation d'un son qui ne s'était même pas encore produit. La récompense était presque secondaire. Le vrai frisson, en fin de compte, résidait simplement dans l'attente et l'anticipation. Ce qui signifie que votre cerveau parie essentiellement sur la prochaine note qui va suivre dans la chanson. La neuroscience moderne considère votre cerveau moins comme une caméra passive et davantage comme un moteur de prédiction sans relâche. Chaque seconde, elle devine ce qui vient ensuite. Ce qu'est cette forme? Quel sera ce mot? Quand la supposition est juste, on se sent calme. Quand elle est fausse, on ressent une décharge de surprise. Et quand elle se trompe juste comme il faut, on ressent quelque chose qui frôle la vraie magie. Un musicologue du nom de David Huron a passé des années à cartographier précisément la façon dont ce brame silencieux se déploie dans la musique. Pendant que tu écoutes, ton cerveau joue un petit drame toutes les quelques secondes. Il anticipe, il se prépare, il réagit. Les compositeurs, qu'ils en soient conscients ou non, jouent de cette machine mentale comme d'un instrument finement accordé. Ils installent un schéma bien clair. Ton cerveau s'y accroche. Et là, d'un coup, ils font basculer le schéma sur le côté. Un changement de tonalité. Un accord suspendu qui refuse de se résoudre. Un silence tenu un temps entier de trop. Une voix qui s'élève là où vous attendiez à ce qu'elle retombe. Dans cet écart, quelque chose en vous s'ouvre. Si la surprise est trop aléatoire, vous vous sentez confus. Si elle est trop évidente, vous vous ennuyez complètement. Mais lorsque la violation est suivie d'une résolution qui, d'une manière ou d'une autre, prend tout son sens, votre système de récompense explose. La surprise plus la résolution égale des frissons. Voilà la recette. Voilà pourquoi la chute massive frappe si fort. Voilà pourquoi le dernier refrain, monté d'un ton entier, te bouleverse complètement à chaque fois. Mais tous les cerveaux ne ressentent pas cela, et c'est important. Environ une personne sur 3 n'éprouve que rarement des frissons musicaux. Certains n'y parviennent jamais. Pendant des années, ce fut un mystère. Puis le chercheur de Harvard, Matthew Sachs, a scanné le cerveau des personnes sujettes aux frissons. Il a examiné la matière blanche, les câbles, les connexions physiques entre les régions. Le résultat était étonnamment net. Les personnes qui ressentent régulièrement des frissons possèdent des fibres plus denses reliant le cortex auditif aux régions qui traitent les émotions. Chez elles, la route entre entendre et ressentir est tout simplement plus large. La circulation y est plus rapide. Moins de friction, plus d'émotions. La personnalité joue aussi un rôle. Un trait appelé ouverture à l'expérience prédit le frisson plus fortement que tout autre facteur. Ceux qui adorent les idées neuves, se perdent dans les livres, pleurent au cinéma, poursuivent l'art étrange, des systèmes de récompense affamés. Les musiciens ressentent des frissons plus souvent car les oreilles entraînées perçoivent davantage ce qui se passe vraiment. Ils remarquent le changement. Les frissons ne viennent donc pas seulement de la chanson, ils viennent aussi de l'auditeur, assis là, dans l'obscurité. 2 personnes entendent le même crescendo et une seule sentira le frisson lui parcourir l'échine. L'autre n'est pas défaillant, son cerveau est simplement câblé pour d'autres choses. Mais voici le rebondissement. Le déclencheur le plus profond n'a rien à voir avec la mélodie. Les études pointent vers un son bien précis, au-dessus de tous les autres, la voix humaine. Surtout une voix qui se brise, une voix qui se force, un chanteur qui tend vers la note, la manquant presque, un cri gospel, un hurlement rock qui se change en murmure, un enfant qui atteint une note aiguë dans la chorale, un homme adulte qui craque sur une parole qu'il a écrite sur sa mère. C'est dans cette fêlure que vit le frisson. Pourquoi ? Parce que ce son est ancien, plus ancien que le chant. Il y a des milliers d'années, un cri brisé voulait dire quelque chose de très précis. Un cri de séparation, un appel de détresse. Un nouveau-né loin de tout refuge, un membre de la tribu blessé dans l'obscurité. Ton amygdale, cette petite amande dans ton cerveau qui guette le danger, écoute encore pour retrouver cette forme précise. Une voix soudaine, forte et brisée, c'est précisément ce que votre cerveau ancestral a été conçu pour repérer et signaler à l'instant.
Pendant une fraction de seconde, votre cerveau ancestral croit que quelque chose ne va pas. Une pointe d'adrénaline, les muscles des poils se tendent. Puis, presque instantanément, le reste de ton cerveau neutralise l'alarme. Tu es en sécurité. Ce n'est qu'une chanson. Ce n'est que Whitney. Juste une inconnue à travers les haut-parleurs. La menace s'effondre en un sentiment de sécurité, le temps d'un souffle. Cet effondrement, du danger à la sécurité, procure une sensation incroyable. C'est du pur soulagement, condensé en une seule petite seconde. Voilà pourquoi les frissons arrivent comme une vague, non comme un coup. Ils sont la traîne d'une alarme jamais déclenchée. Voilà pourquoi les foules pleurent au même accord. 10 000 personnes dans un stade, respirant ensemble, frissonnant ensemble. Le même circuit ancestral est activé chez chacun d'entre eux. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'effet de mode. C'est un vestige du système nerveux qu'ils partagent tous. La musique transforme des inconnus en une tribu éphémère. Ça, c'est la biologie. Et il y a une découverte plus discrète cachée dans tout cela. Le frisson est directement corrélé au score d'empathie humaine. Les personnes qui ressentent des frissons musicaux obtiennent souvent de meilleurs scores aux tests d'empathie émotionnelle. Elles ressentent fortement les états des autres. Ils reflètent les visages automatiquement. Ils pleurent plus facilement devant les infos. Ils remarquent quand un ami devient silencieux. Les chercheurs l'affirment. Rien d'un hasard. De larges fibres qui portent un violon jusqu'à votre cœur transmettent aussi, tout droit, le chagrin d'autrui. La musique, d'une certaine manière, est un exercice d'empathie. Une répétition sans risque pour des émotions que, sans elles, vous ne vous autoriseriez peut-être pas à ressentir. Tu peux sangloter sur une chanson qui parle d'un inconnu et repartir le cœur plus léger. La vraie vie ne le permet pas toujours. Vos frissons sont donc de l'empathie condensée. Votre corps qui vous dit qu'il peut encore être touché par quelque chose venu d'ailleurs. Une alarme ancestrale destinée à te maintenir en vie, redirigée à travers les millénaires vers l'art. La machinerie n'a pas changé, seul le déclencheur. Le réflexe qui hérissait le dos de ton ancêtre face à une ombre soulève aujourd'hui les poils de ton bras quand une chorale atteint un contre-ut. Et il existe un moyen concret de ressentir ces frissons plus souvent. Si le frisson est ce que vous recherchez, écoutez activement. Ferme les yeux. Pose le téléphone face contre la table. Laisse la chanson être le seul événement dans toute la pièce. La distraction est l'ennemi du frisson, car la prédiction exige de l'attention. Écouter à moitié, c'est empêcher votre cerveau d'être surpris. Essayez des genres inconnus. Les chansons en boucle perdent leur pouvoir, car votre cerveau en a déjà mémorisé le schéma en entier. Plus rien à transgresser. Une musique nouvelle, surtout issue d'une tradition que vous ne connaissez pas, déstabilise la machine à prédire. C'est là que vit le frisson. Une pièce fraîche aide aussi. La chair de poule vient plus facilement quand la peau est déjà préparée par le froid. Petit effet, mais réel. Le volume compte aussi, assez fort pour le ressentir dans la poitrine, pas assez fort pour faire mal. Avant tout, prends soin de la chanson. Le sens amplifie tout. Un morceau lié à un moment marquant surpasse n'importe quel refrain parfait. Une chanson liée à une personne ou à une version de toi disparue depuis longtemps survit à n'importe quel refrain pop parfaitement écrit. Votre système nerveux est capable d'apprendre. L'attention est un muscle. Écoutez avec tout votre être et les frissons viendront plus souvent. Mais une dernière question demeure sur la véritable nature de ces frissons. Sont-ils un vestige de nos logiciels de survie qui déraillent au contact du son? Sont-elles la preuve que le cerveau n'a jamais cessé de chercher du sens dans les motifs, scrutant sans cesse le bruit à la recherche d'un signal caché? Ou quelque chose de plus discret, ton corps qui applaudit, dans la seule langue qu'il connaît, quand le monde, un instant, prend tout son sens? Peut-être les trois à la fois. Chaque frisson est une petite dispute entre l'animal que vous étiez et la personne que vous êtes devenue. L'animal entend un cri. La personne entend un chant. Dans le minuscule intervalle entre les deux, tu te sens vivant. Tu veux savoir pourquoi les chansons tristes procurent une sensation étrangement agréable? Pourquoi un chagrin d'amour en mode mineur t'apaise? Regardez la prochaine vidéo à ce sujet. Elle reprend exactement là où celle-ci se termine, avec le même regard tranquille. Et dis-moi en commentaire,
Quelle est la chanson qui te donne toujours des frissons? Je les lis tous. Je suis en train de constituer une liste. Si vous voulez d'autres explications tout en douceur sur ce que fait votre cerveau, abonnez-vous discrètement. Pas de pression. Continue d'écouter. Ton cerveau est encore en train de décider